épisode des Pacific Buzz. Pour nos tâches ménagères du quotidien comme passer la serpillière, beaucoup d'entre nous utilisent bien souvent des produits corrosifs ou nocifs pour la santé afin de faire partir les tâches les plus tenaces et parfumer au mieux son domicile. Parmi ces produits se trouve d'ailleurs le fameux Clorox. Mais savais-tu qu'il existe des alternatives bien plus respectueuses de l'environnement et de la santé qui sont créées au Fénois? C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre de Arnaud Dardel, le fondateur de Mahikea, une entreprise de fabrication de produits désinfectants made in Fénois. Donc sans plus attendre, je te laisse découvrir cette conversation entre Arnaud et Tamatea. Bonjour à tous, nous voilà aujourd'hui dans ce nouvel épisode des Pacific Buzz et aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir Arnaud Dardel. Alors Arnaud Dardel, peux-tu te présenter? Peux-tu nous faire un petit parcours de vie de qu'est-ce que tu as fait avant, ton entreprise, etc. etc. Yaorana, donc je suis Arnaud Dardel, je suis né à Tahiti, j'ai grandi à Punaoya. Ensuite j'ai fait mes études, ma scolarité ici, puis je suis parti en France, puis en Malaisie pour ma spécialité en management et stratégie internationale. Et après quelques années en tant que cadre dans des sociétés, j'ai fini par monter mes propres sociétés. Ok, et du coup finalement cette notion de créer sa propre société, ses propres sociétés, est-ce que c'est quelque chose que tu te voyais faire, vraiment tu te disais ouais c'est vraiment là-dedans que je vais me lancer, je vais faire ma propre entreprise, ou c'est plutôt quelque chose qui est un peu arrivé au hasard en te disant ouais non en fait là je me verrais bien changer et il y a cette opportunité qui se présente? Alors j'ai grandi dans une famille d'affaires. Mon père est un homme d'affaires, mon grand frère a suivi son chemin, mais j'avais pas prévu à la base de monter moi-même mes affaires. C'est juste que quand je suis rentré en 2007 de mes études, j'ai eu une formation donc en management international. Du coup, j'ai analysé notre pays et je l'ai vu prendre une direction qui m'a inquiété. Et je me suis dit que j'allais faire mon possible pour créer des projets qui allaient créer de la valeur ajoutée, gagner du pouvoir, monter des affaires ici à l'étranger pour être autonome et avoir un droit de parole qu'on n'a pas toujours lorsqu'on a tous nos œufs qui dépendent de l'économie polynésienne. Et ça a été ça en fait, mon moteur pour lancer mes affaires, qui ont toujours été tournées vers les énergies renouvelables, les solutions écologiques. Voilà, on a grandi dans l'océan, donc pour nous, la nature et prendre soin de la population, c'est important. C'est logique pour nous, quoi. Ok, effectivement, et tu disais, pour toi, c'était monter ton entreprise, donc c'était une façon d'avoir un impact et d'avoir un pouvoir décisionnel. Est-ce que tu penses qu'effectivement, les entrepreneurs de Polynésie et d'ailleurs, vraiment ont ce pouvoir plus grand, on va dire, que le petit lambda, la personne lambda ou la personne dans l'administration? Au final, ce qu'on observe, c'est que les gros entrepreneurs, les personnes puissantes qui embauchent des centaines, voire des milliers d'employés, on sait bien que c'est eux qui font tourner le monde. D'ailleurs, il y a un adage de Coluche qui disait, tout à fait vrai, il ne faut pas le prendre au premier degré, mais si la politique servait à quelque chose, ça serait interdit. Alors, c'est pas dit méchamment, mais ça veut juste dire qu'au final, qui paye contrôle. Ouais. Et on voit bien que de plus en plus, c'est le monde des finances et les gens qui donnent du travail aux autres, qui ont le pouvoir de décision. Ouais. Mais effectivement, ça, ce sont les très gros. Après, nous tous, 99% des personnes, au final, on suit le mouvement. Mais, comme dit le colibri, voilà, chacun fait sa part. Ouais. Et puis voilà, de toute façon, tout arrive pour une bonne raison. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que tu es content à l'heure actuelle de cette petite action que tu peux faire de colibri dans le tissu économique polynésien? Est-ce que tu arrives à aller dans le sens que tu veux? Parce que tu disais que tu étais un peu effrayé de le chemin que prenait la Polynésie. Ouais, quand même, parce que, nous, je pèse rien du tout, mais on apporte quand même des solutions alternatives. Ça remplace quelques centaines ou milliers de litres de produits toxiques chaque année. Je pense qu'on fait vraiment partie de tout un mouvement, d'une multitude de nous tous, toi inclus,
Voilà, je pense que c'est important de chacun faire de son mieux. Ça vaut toujours mieux que de juste parler Et de rien faire. et de rien De faire critiquer. ou critiquer. Ouais. Aujourd'hui, donc, du coup, est-ce que tu peux nous présenter ta société, des sociétés? Ouais. Donc, je vais surtout vous en parler d'une qui est la société Marikea. Donc, qui propose des produits et des services pour des solutions alternatives pour les gestes du quotidien. On a nos deux premiers best-sellers qui sont le BTNG, un insecticide non toxique et universel. Il y a l'eau de Maïkea qui est un désinfectant non toxique et universel qu'on fabrique localement. Après, donc avec cette activité, j'accompagne aussi bien les particuliers que les professionnels. L'objectif, plutôt la stratégie, a toujours été de commencer par les professionnels qui eux connaissent le métier, nous apprennent, peuvent nous critiquer de manière objective et efficace. Constructive, ouais. Et après, vulgariser ce savoir pour le rendre accessible au grand public. Donc c'est vraiment chaque profil client qui nous permet d'exister, aussi bien avec les achats et le support financier, mais aussi énormément avec le support moral. Les gens sont sympathiques, vous donnent de la bonne énergie et c'est ça qui fait qu'on avance. Ouais, mine de rien, ça a un impact, on aura beau le dire, un bon message sur Facebook, ça fait plaisir, un mauvais message, ça descend un peu, quoi. Et au-delà de ça, combien de personnes travaillent aujourd'hui avec toi, avec combien de salariés, combien de personnes dans les équipes, etc. Voilà, donc les deux sociétés confondues. Donc l'autre société est un bureau d'études qui assure aussi la maintenance technique On a installé environ 15 000 modules solaires en 10 ans. Donc c'est l'autre société qui s'occupe de la maintenance et qui fait tout l'accompagnement technique pour également les machines qu'installe Maïkea. Et ces deux sociétés réunissent, on est 4. Ah, donc avec 4 personnes, vous arrivez à tourner avec toute cette activité-là? Ouais, avec 4 personnes et 2 qui bossent 7 sur 7 depuis trop longtemps. Mais... Effectivement, comment est-ce qu'on arrive à trouver des vacances quand on a tant de travail? Pas beaucoup depuis longtemps, mais c'est pas grave. Et du coup, ça fait combien de temps maintenant que les sociétés existent? Maïkea a été fondée en 2016, mais l'aventure a commencé en 2011, en Nouvelle-Calédonie. Et le bureau d'études a été fondé en 2019, mais pareil, l'aventure a commencé en 2011 avec une autre société. Ok. Et aujourd'hui, donc, tu as dit que vous êtes 4 personnes. Donc c'est beaucoup d'activités pour 4 personnes, mine de rien. Donc 2 qui sont, j'imagine, beaucoup plus actifs que les autres. Mais comment est-ce que tu perçois ça? Pourquoi ne pas grandir, on va dire, ne pas recruter? Quels sont les leviers sur lesquels, justement, on a des blocages ou pas? Alors, pour ce qui est de Maïkea, c'est une société où il m'a fallu investir beaucoup dans la recherche et développement. Là, aujourd'hui, je suis en train de créer le marketing, donc pour maintenant vulgariser tout le savoir. Une fois que ce marketing sera terminé, ça va normalement gonfler le fonds de roulement. Et à ce moment-là, je pourrai embaucher. Donc sur Maïkea, c'est une raison financière qui est la limite à l'embauche. Sur Polytech, on a décidé de se focaliser sur quelques clients grands comptes. On a une quinzaine de clients grands comptes avec qui on apprécie travailler. Et la chose est que c'est difficile de trouver des personnes qui vont mettre la même implication, la même qualité et la rigueur dans tout ce qu'ils font, dans la manière de communiquer. Oui, c'est... Un peu le syndrome de l'entrepreneur qui a du mal à lâcher son bébé parce qu'il a une vision comme ça et du coup c'est difficile d'avoir des personnes, comme tu dis, aussi impliquées qui ont la même vision. Alors, disons que là aussi, on fait avec quand même les moyens financiers dont on dispose. Donc effectivement, c'est assurément un premier frein, aller trouver des personnes qui auraient les qualités techniques et humaines qu'on recherche, assurément. Mais c'est aussi que, mine de rien, satisfaire, pour nous la satisfaction client, c'est la règle numéro 1 pour exister et continuer de se développer. Donc on préfère prendre notre temps, continuer de consolider, quitte à travailler un peu trop pendant encore 2-3 ans. Mais ça va nous permettre là aussi d'aller chercher des marchés qui seront plus réguliers et à ce moment-là on sera moins dans de l'innovation. En fait, on est vraiment dans la phase de
de terminer d'organiser tous nos services et tous nos produits, de vulgariser tous les process, afin qu'il y ait une passation, parce que c'est l'objectif pour nous, c'est ensuite de maîtriser, contrôler, déléguer. Voilà, c'est ça. Ok. C'est ça. Tu parlais rapidement, je reviens dessus, de compétences techniques, mais aussi de compétences humaines. Qu'est-ce que tu entends par là? Qu'est-ce que vous recherchez en termes de compétences humaines? Dans notre métier, on prend de grosses responsabilités, que ce soit en tant que bureau d'études, en tant qu'installateur photovoltaïque ou en tant que constructeur de biens immobiliers. On part sur des engagements pluriannuels pour nos interlocuteurs comme pour nous. Donc il faut vraiment des personnes qui soient conscientes de ce qu'elles font, qui soient investies, qui se mettent systématiquement à la place du client. On fait toujours pour l'autre comme on aurait aimé qu'on fasse pour nous. Pour pouvoir prendre les bonnes décisions, ça demande de l'expérience. Parce que même avec les meilleures intentions, il faut avoir les AD d'avoir fait ses erreurs, d'avoir pour apprendre. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Et une fois qu'on a cette expérience donc technique, ensuite il est essentiel d'avoir une capacité à bien communiquer. Là aussi, être capable de se mettre à la place du client. Et comme nos interlocuteurs ont une vision souvent systémique des sujets, ils veulent avoir une approche financière, technique, commerciale, au niveau des plannings, une approche logistique. Voilà, donc ça demande quand même une vision assez globale des sujets. Et dans notre cas, donc soit il s'agit d'embaucher plusieurs personnes pour créer donc différents services et que donc chacune avec son prisme va être capable de satisfaire le besoin. Mais là, ça demande un volume d'affaires tout de suite conséquent pour pouvoir financer la machine. Soit on cherche des personnes qui sont polyvalentes, comme nous, et à ce moment-là, voilà, il faut plus de moyens. Puis on n'est pas pressé non plus, on suit le temps, une étape après l'autre. Ok, donc le message est lancé, hein. Si jamais dans quelques années vous vous reconnaissez dans ces paroles, il y aura un moment où le IKEA se fera un recrutement. Je te propose de faire une petite courte pause et on reprend ensuite. Cool, ok. Alors nous revoici de retour avec Arnaud. Donc Arnaud, pour continuer cette interview, est-ce que tu pourrais me dire, dans ton parcours d'entrepreneur, qu'est-ce qui a été la meilleure expérience? Et ensuite, on viendra à quelle a été la pire expérience que tu as connue, ou en tout cas, quelle a été la meilleure leçon que tu en as tirée? La meilleure expérience pour moi, c'est lorsque je croise des personnes qui ont la volonté de construire sur le long terme et qui donnent vraiment les moyens à eux comme à nous de construire ensemble sur le long terme. Ça peut aussi bien être des personnes en interne, ou ça peut être des salariés ou des fournisseurs. Créer une société et diriger une société, on est bien sur une approche sur le long terme. On a des salariés, on a des investissements pluriannuels. Donc le one-shot est quelque chose, en tout cas dans mon métier à moi, qui n'est pas favorable au bon développement, ni même à la sérénitude au quotidien. Donc à chaque fois que je croise des bons partenaires, c'est vraiment la meilleure des expériences et on voit derrière les fruits de ce qu'on arrive à créer ensemble. La liste de projets dans différents secteurs, que ce soit sur le traitement de l'eau, dans l'agriculture, dans l'hygiène, dans l'évolution des process, dans les projets immobiliers, sont des bons projets qui sont possibles uniquement grâce à cette bonne entente, cette bonne intention et cette bonne réflexion derrière tout ça. Donc c'est vraiment ça la meilleure des expériences, c'est de croiser des gens intelligents et bienveillants. Ok, effectivement. Et du coup, quelle a été la pire, on va dire, expérience ou la leçon qui t'a coûté le plus cher, qui a été un peu plus amère, que tu as connue, que tu as expérimenté lors de ton parcours? L'épreuve la plus difficile que j'ai à gérer encore tous les jours, et je pense comme bon nombre de gérants de société, c'est justement de devoir gérer des personnes qui n'ont pas cette vision
du long terme ou même de la valorisation des personnes. On est dans une ère où on va beaucoup chercher le low cost, où on va beaucoup ne pas faire preuve de discernement. Par exemple, on va être prêt à payer 300 ou 400 francs un liquide sucré, donc en gros de l'eau avec 2-3 produits qui sont pas très bons, dont le prix de revient est très bas. On va payer ça 5 fois ce que ça vaut et on va trouver ça normal et même on va être content de dire qu'on en a bu. Et à côté de ça, lorsqu'on va se retrouver face à des choses qui ont de la valeur humaine, des personnes compétentes ou alors des produits de qualité, on va pas toujours comprendre la valeur des choses. Et donc aujourd'hui, très souvent, on est face à des interlocuteurs qui n'ont pas de vision long terme, qui n'ont pas de vision de discernement dans les relations humaines ou même dans leur propre gestion de leur vie au quotidien. Chacun fait de son mieux, il n'y a aucun jugement dans tout ça. Mais au début, lorsqu'on ne le sait pas, un entrepreneur, c'est un idéaliste, souvent il a plein de bonnes intentions, il ne voit que le bon côté des choses. Et avec le temps, on apprend que la confiance et la bienveillance n'excluent pas le contrôle. Et ça a été ça les expériences les plus difficiles pour moi et qu'on a encore, mais aujourd'hui avec plus de recul, donc on sait mieux anticiper les conséquences négatives possibles. Mais ça reste quand même le côté, je pense, difficile des affaires et de la relation humaine en général, qui est simplement celle de ne pas toujours se comprendre, pas toujours savoir communiquer. Et à un moment donné, on peut se retrouver face à des personnes qui décident simplement, sans se rendre compte de la gravité de leurs décisions, de tout arrêter ou de ne pas vous payer. Alors aujourd'hui, on fait bien les choses, on a toujours des documents signés, donc on pourrait systématiquement attaquer et avoir gain de cause. Mais on a d'autres choses à faire que de passer du temps à gérer des conflits. Et puis, ce qu'on observe quand même, c'est que chez nous, alors ce sont des termes pas faciles, mais c'est quand même une réalité, et là encore, il n'y a aucun jugement de valeur, il n'y a aucune critique, c'est juste un partage d'un jeune Polynésien, là c'est moi qui suis là, genre tranquille. Notre économie, le plus gros client est le client public, les marchés publics. Sans s'en rendre compte, je pense, et avec plaisir pour se retrouver autour d'une table pour montrer les faits et en discuter calmement, c'est juste une remontée d'expérience. C'est un client hostile, le client public. Par exemple, il y a des sociétés qui ont fait faillite parce que les délais de paiement étaient tellement longs que par manque de trésorerie, les boîtes ont disparu. Il y a des sociétés où il y a des appels d'offres publics où les sociétés n'ont que 30 jours pour répondre. Du coup, évidemment que ce sont toujours les mêmes qui vont remporter les marchés. Donc c'est difficile de prôner une certaine volonté de développement du savoir-faire local. Alors que les techniciens sont ici, des ingénieurs locaux on en a. Il y a beaucoup de gens très compétents en Polynésie. C'est juste qu'il y a certains marchés, ça vaudrait la peine de laisser 60 ou 90 jours ou même 120 jours s'il faut, au lieu de 30 jours, si cela peut permettre à plusieurs petites sociétés mais compétentes de se développer. Autrement, on peut avoir affaire à des personnes qui, comme je disais, lorsqu'on n'a jamais été patron dans sa vie, mais ça c'est vrai pour tout, lorsqu'on n'a jamais été danseur dans sa vie, on ne peut pas comprendre ce que c'est que d'être un danseur et tous les sacrifices qui vont avec. Pareil pour un rameur, pareil pour être un parent, pour tout, c'est comme ça. Mais donc, de donner le pouvoir à des interlocuteurs de décider du sort d'une affaire ou du sort d'une relation avec un patron qui a fait ses preuves, dans mon cas et dans tous ceux que je représente, des dizaines de clients fidèles, des clients grands comptes, des patrons d'hypermarchés ou je veux dire des personnes qui n'ont plus à prouver leur capacité à prendre les décisions. Nous avons ces références, nous savons la valeur des patrons que nous sommes. Mais donc de nous retrouver parfois face à des interlocuteurs qui se permettent de ne pas honorer des commandes ou de ne pas aller au bout des choses concrètement ou de travailler de manière désorganisée dont ils sont eux-mêmes les propres victimes. Et on voit bien après le turnover dans leur service et ce genre de choses ou le mal-être pour le coup,
c'est une mauvaise expérience. Pas que pour moi, ça va bien, mais même pour mon interlocuteur en face. Ouais. Ah, effectivement, c'est beaucoup de choses. Après, je pense qu'aujourd'hui, la Polynésie et aussi bien l'administration fait, je pense, énormément d'efforts dans ce sens-là. Il y en a encore à faire. Clairement. Et tout le monde fait de son mieux, encore une fois. Ce n'est pas du tout un jugement de valeur, c'est vraiment juste un fait. Et c'est difficile, mais ouais. Et du coup, tu parlais un peu de ces sacrifices. Quels sont les tiens que tu dois faire encore? Qu'est-ce que tu as dû faire et que tu fais encore aujourd'hui? Sacrifice, finalement, quand j'observe les choses, pourtant Dieu sait que ce que j'ai apporté pour mes petites épaules me paraît lourd. Mais finalement, je pense que c'est plus pour l'entourage que ça peut être difficile. Parce que nous, en tant que patrons, on est dans notre dynamique, ce sont nos choix de vie et il faut les assumer, même si parfois c'est difficile. Mais finalement, c'est plus pour les personnes qui nous entourent, c'est-à-dire on rate les anniversaires, on a peu de temps à partager pour sa vie de couple, avec ses amis, et ainsi de suite. Clairement, c'est le plus gros sacrifice va être donc l'investissement en temps que prend la gestion des affaires. Et puis de se dire, tiens, tout cet argent que j'ai investi dans mes affaires, j'aurais aussi bien pu acheter des appartements, prendre des loyers tous les mois et puis vivre ma meilleure vie. Tranquille. Mais bon, c'est comme ça, c'est un choix de vie. Ouais. Ok, pour toi, donc le temps, effectivement, c'est quelque chose d'important. Ouais, c'est le plus gros sacrifice. Et qu'est-ce qui te donne aujourd'hui l'envie de continuer à avancer dans ces entreprises, de continuer à les faire perdurer, d'évoluer? Alors, comme je disais au début, ce sont les personnes positives et donc tous ces encouragements quand même, voilà, toute cette fidélité des partenaires, aussi bien les clients que les fournisseurs, que les salariés ou les associés. Ça, clairement, c'est la première motivation. Et ensuite, on sait bien quand même que les affaires se font sur plusieurs années, que tant qu'on existe, le chemin avance et le résultat se rapproche. Donc dans mon cas, MyIkea, je le vois comme une franchise et je suis plus proche que je ne l'ai jamais été. Alors je continue jusqu'à atteindre le résultat. Ok, très bien, donc on espère un avenir prospère. En repartant un peu de toi et de ton type d'entrepreneur, comment est-ce que tu te vois en tant que style d'entrepreneur? Si tu devais définir un style d'entrepreneuriat, pour toi ce serait lequel? Alors j'ai été formé en Polynésie. Puis j'ai grandi en Polynésie, donc déjà à la base, on va dire qu'on n'est pas du genre à courir vite sans raison, parce que ça ne sert à rien de courir vite dans la mauvaise direction. Ensuite, à partir de là, je crois que s'énerver amène à perdre la face et ne sert à rien, en tout cas n'est pas une bonne manière de gérer les sujets. Lorsqu'on s'énerve, on perd ses moyens et j'ai eu la chance donc d'avoir une formation en management. Manager, ça veut aussi dire planifier, organiser, diriger, contrôler. Donc mon approche de n'importe quel sujet, dans la mesure du possible, va plutôt être de cerner le sujet, voir comment je peux l'organiser, quels sont les moyens de contrôle que je peux mettre en place. Et à partir de là, lorsque les moyens de contrôle sont en place, la peur de l'échec ou la peur des problèmes est bien moins présente, puisqu'on a toujours un plan B, on a anticipé au possible les problèmes. Il y en a des fois et j'ai aussi mes moments de fatigue. Donc mon style est quelqu'un en apparence d'assez décontracté. Il y a cette image du canard sur l'étang, où si vous regardez un canard sur un étang, le haut est toujours très calme et il glisse paisiblement, mais en dessous il y a les pattes qui cavalent et qui cavalent. Donc c'est un peu ça mon style, voilà, tranquille mais organisé. C'est pour ça qu'on cherche des personnes autonomes dans nos partenaires et qui on travaille. Alors autonome, chacun avec sa place dans l'organisation, mais lorsqu'on est entre adultes, professionnels et responsables, du coup on peut être tranquille tant que le résultat il est là, et tout va bien. On peut avancer. On peut avancer. Voilà. Donc, moi je suis focus sur le résultat et la satisfaction client. Ok, c'est tes points clés, tu l'as dit effectivement. Ouais. Et aujourd'hui, quand tu y repenses, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais changer dans ce style ou pas?
Et s'il y en a, pourquoi est-ce que tu voudrais changer? Qu'est-ce que tu voudrais changer? Ce que j'aimerais, ou plutôt l'effort que j'essaye de faire, puis des fois j'oublie ce principe, mais c'est un bon principe, c'est de toujours garder un esprit critique sur ce qu'on fait. On peut toujours améliorer sa manière de fonctionner. Par exemple, je vois des fois, je vais me dire non, c'est comme ça qu'il faut faire, ou alors bon, il n'y a peut-être pas d'autre solution. Puis finalement, un matin, on se lève et puis on se dit un matin, en fait, on peut faire comme ça, on peut faire comme ça. Et donc, on est dans une ère où je pense qu'il faut être de plus en plus résilient et flexible. D'un côté, c'est malheureux, c'est-à-dire qu'on est à l'ère de l'ubérisation de tout. On est à l'ère où la pérennité des positions se dégrade petit à petit, où on va de plus en plus aller vers les patentés, où voilà, on va quand même dans une espèce de... C'est un autre modèle. Un autre modèle, ouais. Je ne vais pas dire que c'est l'esclavagisme de l'homme par l'homme, mais c'est quand même pas... C'est différent. Ouais, voilà, on est plus dans un monde de prédation, on est de plus en plus individualiste et prédateurs entre nous malgré tout, en tout cas dans le monde des affaires, quoi qu'on en dise. Mais donc du coup, ouais, j'essaye d'avoir... Malheureusement, ben, c'est comme ça, enfin malheureusement ou heureusement, je sais pas, mais en tout cas c'est comme ça. Et donc, ben, j'essaye de devenir moi aussi, de m'adapter et d'être comme ça plus open mind, plus capable de maîtriser les différents outils qui arrivent, et il y en a de plus en plus des nouveaux, d'être de plus en plus capable bah aussi d'utiliser les nouvelles organisations. Maintenant il y a de plus en plus de consultants ou de sociétés de services, voilà, donc des fois il y a des choses qu'on internalise et finalement il vaut peut-être mieux travailler avec des partenaires avec des bonnes conventions. Donc ouais, c'est ça les choses sur lesquelles que j'aimerais améliorer dans mon management, c'est de continuer à maîtriser les solutions qui existent et qui se développent. Ok. Du coup, tu nous as parlé un peu de ton style d'entrepreneur. Est-ce que pour toi, il y a un style entrepreneur polynésien comparé au style d'entrepreneur, on va dire, aux États-Unis et tout? Est-ce qu'il y a une différence pour toi entre l'entrepreneur polynésien et les autres? Ouais, alors, bon, c'est un sujet où en plus, en management international, on apprend donc la gestion des ressources humaines à l'international. Ouais. Donc on nous apprend à prendre en compte plusieurs paramètres. Il y a des sociétés qui ont le même profil de salariés partout dans le monde. Donc ça leur a permis de faire des comparatifs. Par exemple, on sait qu'au Japon, les personnes ont moins peur de l'inconnu. Ils ont tellement eu l'habitude de s'adapter aux événements nouveaux qu'ils ont une résilience à l'inconnu qui est bien plus forte que dans certains territoires. On sait aussi que, par exemple, les manières de communiquer sont différentes d'un pays à l'autre. Par exemple, il y a des endroits où un manager a intérêt à être collaboratif avec ses partenaires. Aux États-Unis, il vaut mieux être collaboratif. Il y a certains pays, si vous allez et que le manager il commence à demander son avis à ses salariés, les gens vont complètement flipper. Okay. Voilà. Ils vont se dire que c'est pas ce qu'il fait. C'est ça. Donc déjà à la base, clairement, chaque pays a ses codes et donc par définition, chaque manager en fonction du pays va avoir ses spécificités. Après, une de nos spécificités que moi j'aime beaucoup et qui je pense est une grande force chez nous, c'est que l'habit ne fait pas le moine. Okay. Et je trouve ça cool qu'on ait cool, et même au-delà de ça, je pense que c'est vraiment une de nos grandes valeurs, qu'on ait quand même cette habitude de se mélanger entre nous malgré tout. Et j'espère qu'on va faire en sorte justement de ne pas tellement créer des clivages entre les personnes pour des raisons financières, des raisons d'éducation, pour des raisons d'expérience de vie, qu'à un moment donné on pourrait perdre cette proximité qu'il y a entre nous, qui est à la fois un grand défi. C'est comme travailler en famille, collaborer en famille, c'est pas facile, on le sait bien, parce que il y a des liens, donc c'est personnel, il y a le sentimental et ainsi de suite. Mais par contre, lorsque justement grâce à une bonne organisation des choses, une bonne communication, on est capable de rationaliser
et d'organiser les liens entre les personnes et de faire un partage équitable des positions, des fonctions, des devoirs, des pouvoirs, bah, du coup, on va prendre la quintessence alors du lien familial. Et il n'y a pas meilleur partenaire que quelqu'un de sa propre famille, normalement. C'est-à-dire que si on enlève le contexte possiblement malsain, on a tous les jours des choses à faire. On est tous en mode survie, on va dire. On a des responsabilités à assumer. Donc, si c'est mal organisé, eh ben on se retrouve tous. C'est compliqué du coup. On se retrouve à faire des choses dont on n'a pas les capacités. On se retrouve à devoir prendre des décisions dont on n'a pas les capacités. La vie est compliquée. On se retrouve à faire 4 heures de circulation par jour alors qu'on peut développer des systèmes de transport en public ou ce genre de choses. Voilà, donc si on fait n'importe quoi, l'ambiance devient compliquée, il n'y a plus d'intégrité possible, on ne permet plus à chaque personne de s'exprimer comme lui il est, de se développer comme lui il est. Et à ce moment-là, ben, mathématiquement, travailler avec des proches où on voit bien les relations, comme on est tous proches, ben on se permet de s'envoyer, de s'écrire des choses et de s'envoyer balader, des cas de vérité et ainsi de suite. En plus, des fois, vérité en tout cas de sa propre vision. Ouais. Mais par contre, si on enlève ça et on simplifie les choses et on permet l'intégrité, alors il reste quoi? Alors il reste les qualités de la famille. Et là, la proximité devient une vraie valeur ajoutée qui est sans limite. Un atout, hein, effectivement. Un atout. Et c'est vrai qu'en Polynésie, en plus, on a cette chance et ce challenge d'avoir une très grosse diversité. Donc il faut vraiment qu'en Polynésie, on apprenne en tout cas à travailler avec ça. C'est clair. Est-ce que pour finir cette deuxième partie, tu aurais une petite chose que tu n'as jamais osé nous dire ou osé dire en public par rapport à ton parcours d'entrepreneur? Alors, il y a quelques années, je me suis retrouvé dans des situations gênantes. J'ai fait des choses dont j'étais pas fier ou j'ai traversé des épreuves dont j'étais pas fier. Je me suis donc retrouvé affaibli par ces réalités, c'est-à-dire que j'avais des choses à cacher et je me disais si jamais quelqu'un le sait, eh ben j'aurai des problèmes. Donc j'étais affaibli. Du coup, j'ai décidé de ne rien cacher. Et je me suis dit je vais faire en sorte que ma plus grande faiblesse soit ma plus grande force. Si on doit venir et jouer carte sur table, ok, je vais dire les erreurs que j'ai fait, genre je les assume, je les ai fait, j'ai pas fait exprès, mais c'est comme ça. Donc aujourd'hui, non, j'ai rien à cacher. Ouais. C'est une force maintenant? Ah ouais, c'est ma plus grande force. Je peux prendre n'importe qui autour d'une table et dire, écoute, foutu pour foutu, on va déballer, mais... Moi je suis prêt, moi. Moi je suis prêt, ouais. Ok, très bien. Je te remercie. Je te propose de faire une petite courte pause encore et on se retrouve pour la troisième partie. Donc nous revoilà avec Arnaud pour cette troisième partie. Alors notre troisième partie consiste en 3 petites questions. Tu me réponds rapidement optimiste ou pessimiste et on voit ce que ça donne ensuite. Ça te va? Ouais. Alors comment vois-tu ton avenir personnel? Je vais faire en sorte qu'il soit bien. Donc optimiste? Avec les personnes que j'aime et qui m'aiment, ouais. Ok. Comment est-ce que tu vois l'avenir de ton entreprise? Optimiste ou pessimiste? Pareil, je vais faire en sorte qu'il soit bien avec les personnes que j'aime et qui m'aiment. Ok. Et enfin, comment vois-tu l'avenir du Fénois? Sur cette question, comme je n'ai aucun pouvoir, donc c'est pas la raison qui peut parler, c'est plus le cœur avec une espèce de lâcher prise. La seule chose que je sais, c'est que le Fénois, il va, comme nous tous, il va passer par des cycles. Ok. Et on sait aujourd'hui que c'est dans les crises que les bonnes leçons s'apprennent et que c'est dans les moments de paix que l'amour se crée. Donc j'espère juste que la vie a un plan qui est un bon plan pour nous. Est-ce que tu penses qu'il y a un bon plan ou au contraire tu penses qu'il y a un mauvais plan? J'en sais rien. J'espère surtout que, encore une fois, j'espère surtout que les Polynésiens, les premiers, parce que par contre ça c'est notre première responsabilité à nous qui sommes chez nous, vont prendre soin de la nature
Ok. Parce que si on détruit la nature, eh ben, il n'y a pas de raison que ça se passe bien pour la suite. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. J'espère qu'ils vont prendre soin d'eux, prendre soin de notre nature et de nous-mêmes. Là, ça va être magnifique et on continuera à vivre dans ce beau paradis. Mais si on fait n'importe quoi avec la nature et avec nous-mêmes, ben, c'est sûr qu'on va tout déglinguer. Moi, je le vois bien. Par exemple, aujourd'hui, on utilise beaucoup de produits toxiques. Et ben, la conséquence, c'est que ça crée des résistances chez les insectes ou chez les bactéries ou chez les virus. Et aujourd'hui, on a des insectes qui sont des mutants et qui tuent certaines plantes. Alors, j'ai des clients, ils m'appellent, c'est bon pour mes affaires. Mais à un moment donné, je suis obligé d'avoir une approche systémique pour régler les sujets. Et c'est pour ça que je suis en train de tout vulgariser notre savoir. Donc, l'avenir du Nord Fénois, comme l'avenir de chacun et de chaque entreprise, ben, il dépend de nous-mêmes. Donc c'est bien, au moins ça veut dire qu'on est quand même aux manettes de quelque chose. Ouais, c'est clair. Ok. Et du coup, tu disais qu'on passe par des cycles, des hauts, des bas. Comment est-ce que tu verrais aujourd'hui, si on prenait Tahiti, la Polynésie dans son ensemble aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'on est dans un cycle haut ou dans un cycle bas plutôt? Ben, ce que j'observe, c'est que les personnes qui souffrent et qui n'ont rien, ben, souffrent de plus en plus et ont de moins en moins rien. Que les personnes du milieu, on va dire, ben, sont de plus en plus comprimées par celles qui sont tout en haut et se rapprochent du bas. On est clairement dans une époque de concentration. Concentration des richesses, concentration du savoir, concentration des libertés. Mais là aussi, du coup, j'imagine qu'il faut passer par là. Ouais, Pour, on est une jeune démocratie. Voilà, c'est le moment où on va apprendre beaucoup de choses. Et du coup, on pourra essayer, se challenger. Et on voit en plus ces nouvelles générations qui sont prêtes à briser un peu le statu quo et d'aller essayer de nouvelles choses, de nouveaux concepts, de nouvelles façons de faire, de nouvelles visions. Ben, je leur souhaite. Et en tout cas, on a le devoir de leur donner les moyens de s'exprimer. De les accompagner. De les accompagner, ouais. Ok, tu m'as dit ton avenir personnel. Donc tu le voyais, alors je résume optimiste, donc entouré des bonnes personnes, des personnes qui t'aiment. Comment est-ce que tu vois ça concrètement? Ça veut dire quoi ça? Alors concrètement, j'espère que mon travail d'organisation de mes sociétés, donc qui prennent beaucoup de temps dans ma vie, sera terminé d'ici, enfin en tout cas bien avancé d'ici 12-24 mois. Okay. Ce qui me permettra donc pour le coup d'embaucher et à ce moment-là donc de me libérer du temps pour profiter un peu plus maintenant de la vie. J'ai 36 ans. Donc ouais, si je peux commencer à prendre des vacances vers 38-39 ans, ça sera bien. C'est l'objectif. Donc du coup, encore un petit rappel, les entretiens d'embauche sont ouverts dans 1 ou 2 ans, ouais. Donc tenez-vous prêts. C'est ça. Et du coup, dans la même lignée, comment vois-tu l'avenir de ton entreprise? Je pense qu'on est dans la même idée sur les 1 ou 2 ans, ouais, une croissance. C'est ça. C'est-à-dire que j'ai hâte de voir ces outils de communication, donc de tout ce savoir, c'est-à-dire Maïkea est la petite sœur du groupe Nature Éthique qui est géré par mon ami. Ce sont des scientifiques qui ont étudié et développé des solutions naturelles depuis 30-40 ans, avec leur réseau de partenaires, donc qui sont tous essentiellement des scientifiques, qui se sont ensuite lancés dans le monde des affaires pour rester autonomes. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que les gens qui créent des brevets, souvent les brevets sont rachetés et ne sont jamais mis à disposition du grand public. Okay. Donc eux ont fait le choix de faire leur possible de rester autonomes. Et donc tout ce savoir, j'ai hâte de le voir plus accessible au plus grand nombre. Donc c'est vraiment notre volonté commune à la base de rendre accessible ce savoir. Et on sait, disons que normalement, la conséquence de rendre accessible ce savoir, c'est que donc il devrait participer au discernement des personnes, des consommateurs, et donc de rendre mieux accessibles nos produits et nos services. C'est-à-dire que je pense que quand les gens comprendront mieux qu'est-ce que c'est que l'eau de Javel, qu'est-ce que c'est que l'eau de Maïkea, qu'est-ce que c'est que... Voilà, toutes ces molécules, encore une fois, sans aucune critique, heureusement que ces molécules chimiques ont existé par le passé. Je veux dire,
on en est là aujourd'hui grâce aussi aux choses bien, ce qui a été fait avant. Donc il ne s'agit pas du tout de cracher dans la soupe. Mais c'est l'évolution perpétuelle des choses. Et c'est normal, je pense, que l'humain revienne de plus en plus vers la nature. On s'en est éloigné pour faire nos expériences, pour apprendre un certain knowledge. Et puis maintenant, on se rend compte que finalement, on ne sait pas mieux faire que la nature. Alors c'est peut-être bien d'y aller et de la suivre et de l'écouter. Elle a quand même un peu plus d'années d'expérience que nous, donc pour le coup, ça va être difficile à rattraper ça. Ouais. Hein. Et quelques neurones de plus, en plus, je pense. Aussi, il y a beaucoup de choses. Hein. Ouais. Ok, quels sont du coup les projets sur lesquels tu travailles et que tu peux partager avec nous? Donc ça peut être absolument tout, hein, Makia, absolument tout. Alors je travaille sur plusieurs projets, mais je préfère les garder, je préfère laisser les résultats parler d'eux-mêmes. Ok, pas de souci. Donc tu nous as parlé un peu de ton entreprise dans les 1 ou 2 ans dans l'expansion. Et si tu imagines ton entreprise dans 10 ans, finalement, à quoi est-ce que ça ressemblerait? Où est-ce que tu en serais dans ton parcours dans 10 ans? Parce qu'on a parlé dans 1 ou 2 ans, finalement c'est pas si loin. Et dans 10 ans. Alors ça va un peu répondre à la question d'avant sur les projets sur lesquels je travaille. Ah. Mais disons que pour faire simple, ce que j'espère, c'est que dans 10 ans, j'aimerais qu'il y ait au moins un endroit qui réunisse toutes les technologies et toutes nos valeurs humaines, voilà, pour la vie du quotidien. Voilà. C'est ça mon... C'est la vision que tu as dans 10 ans. Ouais, c'est la vision. Il ne faut pas oublier que politique, l'étymologie veut dire, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais politique, ça veut dire vie de la société. Ouais. Et finalement, le meilleur moyen, je pense, pour partager, c'est de vivre une expérience. Moi, je suis fatigué de répéter les mêmes choses, puis je pense que ça fatigue tout le monde. Enfin, on sait bien, tu sais, je veux dire, parler des choses, à un moment donné, c'est chiant, il vaut mieux parler de la dernière soirée qu'on a fait ensemble ou des bons moments qu'on partage. Ouais. Les choses sérieuses, on va dire, ou un peu complexes, le mieux, je pense, c'est de les vivre. Et donc, plutôt que de raconter on va faire un barbecue, j'ai envie de faire un barbecue. Okay. Et un barbecue qui réunit toutes nos technologies, toutes nos valeurs, pour montrer que c'est possible, ça fonctionne. Et que tout le monde peut venir finalement. Tout le monde peut venir, ouais. Et de le rendre accessible, c'est ça l'idée. Ok, très bien, ça fait chaud au cœur et ça donne envie. Et du coup, pour finir cette interview, est-ce que tu aurais des petites recommandations à nos auditeurs qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, des petits conseils, des choses à faire, des choses à éviter, des choses à garder en tête quand on se lance dans l'entrepreneuriat? Soyez optimiste, mais soyez réaliste. Et avant de se lancer, c'est bien de bien étudier son projet. Ce qui compte, c'est pas... Alors c'est important de se faire plaisir, c'est la base de tout. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui se lève un jour et qui se dit j'ai envie de faire ça et ça va fonctionner. Si on ne croit pas en son projet, personne ne va y croire. Mais prendre la mauvaise direction, alors il n'y a pas de mauvaise direction, ça va être source d'apprentissage. Et même les meilleurs hommes d'affaires que je croise, hormis certains qui font des coûts extraordinaires, ils développent une application, ils vendent ça à plusieurs milliards de dollars, ok. Mais ça, c'est les exceptions qui confirment la règle. Mais autrement, même les meilleurs hommes d'affaires que je croise, les gens les plus intelligents avec qui j'ai la chance de partager, beaucoup d'entre eux m'ont dit, jusqu'à 30-35 ans, j'ai perdu de l'argent. Dans cette phase-là, du coup. Dans cette phase-là, ils m'ont dit, voilà, c'est le temps, tu fais tes erreurs, tu apprends, quoi. Genre, personne ne n'est aguerri, on ne naît pas général, et bon, je crois que c'est Albert Einstein qui disait, ou Lao Tzu qui disait, le général qui gagne est le général le mieux informé. Mais ça, l'information, la formation, ça met des années, c'est le vécu. Donc, finalement, le meilleur conseil à donner, je pense, c'est vraiment ça, c'est prendre le temps de bien étudier, s'entourer des bonnes personnes, éviter les sujets compliqués, aller au plus simple et au plus réalisable et avancer une étape après une autre. Je pense qu'il vaut mieux 50 dossiers qui ont 90% de chances de fonctionner qu'un gros dossier extraordinaire qui brille
mais en fait qui a 10% de chances de bien fonctionner. Et un dernier conseil que mes mentors m'ont donné, lorsqu'on part sur un projet, n'importe lequel, la première question qu'on se pose, en tout cas parmi les premières questions qu'on se pose, c'est quels sont les pièges à éviter. Si lorsque vous vous embarquez dans un projet, vous commencez par identifier les pièges à éviter et donc à ne pas tomber dedans, ben déjà vous vous serez enlevé pas mal de soucis et du coup vous pourrez garder votre énergie, non pas à régler les problèmes, mais à construire le projet. Ok, très bien, ça fait un bon résumé du coup. En tout cas, Arnaud, je te remercie d'être venu avec nous partager ton expérience. Et puis, je souhaite bonne continuation pour ton parcours d'entrepreneur et pour les entreprises. À toi aussi. Maruru. Maruru. Et voilà, c'était donc le dernier épisode de cette saison 6 des Pacific Buzz, enregistré par Tamatea en compagnie d'Arnaud Dardel, fondateur de l'entreprise Mahikea. Nous espérons que cette saison vous a plu et nous vous retrouverons très bientôt pour une saison spéciale entrepreneur de pension de famille du Fénois. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes proches, tes collègues ou ta famille. N'hésite pas également à le partager sur les réseaux sociaux et à le noter sur ta plateforme de podcast préférée. Ce sont tes retours et tes partages qui nous aident à continuer. Je te retrouverai donc très bientôt pour un nouvel épisode, un nouvel entrepreneur. D'ici là, prends bien soin de toi et à bientôt. Nana!